Hmm. Ça fait un moment qu'on t'a à l'œil. Va falloir arrêter de raconter des saloperies au sujet des Japonaises. Heureusement, on te réserve Un traitement de choc. Un traitement de... Non mais, ça déconne ce truc-là. un, deux. Un, deux. Bon, enfin bref. Ça devrait régler définitivement le problème. C'est vrai que je suis pas toujours tendre avec les japonaises comme vous avez pu peut-être le constater précédemment, mais ici ce sera peut-être différent. Donc voilà la première tentatrice, une Toyota Corolla. Bon, ça c'est juste pour m'assurer que vous suivez. De toute façon c'est écrit dessus. Et on n'a pas affaire à une version très courante. C'est sans doute la plus désirable auprès des fanats japonaises. Un 2JZ sous le capot, une boîte manuelle et un volant du mauvais côté, si on en croit nos amis anglais en tout cas. Je vais pas trop rentrer dans les détails puisque j'imagine que beaucoup d'entre vous la connaissez. C'est une GT très classique, donc une propulsion avec un 6 cylindres 2,5 litres et un poids relativement élevé dépassant les 1600 kg. Même dans sa configuration d'origine, on dispose heureusement d'un potentiel convenable grâce à la suralimentation. 330 chevaux et 44 mètres-kg de couple. Associé à une boîte 6 rapports et un différentiel autobloquant, on comprend comment elle a pu convaincre certains dès sa sortie. Évidemment, les données citées n'ont que peu d'intérêt dans le cas présent. C'est une japonaise donc il y a 99 chances sur 100 qu'elle soit modifiée. Et dans le cas présent, c'est plutôt une bonne chose. Bon, je vais pas vous donner la liste des optimisations effectuées, sachez simplement qu'elle conserve ses deux turbos séquentiels. Et oui, il y a bien deux turbos mais ils servent pas simultanément. L'objectif c'est d'obtenir un moteur très disponible à tous les régimes avec un petit turbo réactif pour le couple à bas régime et un plus gros quand on décide d'escalader le contour. En façade, j'ai eu la surprise de trouver un ventilateur entraîné par un viscocoupleur. J'avoue que je m'attendais plutôt à trouver deux ventilateurs électriques. Avant d'embarquer à bord, je vous laisse juger de son esthétique. Le plus difficile, c'est de la regarder comme si on la voyait pour la première fois. Le mythe est tellement chargé que c'est un exercice quasiment impossible. Mais quand on y arrive, c'est pas sûr qu'on puisse lui décerner un prix en termes de design. Je lui trouve de sérieuses similitudes avec la Mitsubishi FTO principalement. Pour ma part, je préférais le style des générations précédentes. L'intérieur est assez original, lui, difficile de confondre avec une autre, avec cette console centrale distinctive. Dans l'ensemble, l'assemblage et les matériaux sont d'un niveau honorable sans être renversant. Une constante pour les productions japonaises, on dirait. Comme la plupart des Supra européennes, celle-ci est une Targa. Comprenez que le toit est amovible et malgré la petite taille du coffre, il se range dedans dans les règles. Il faudra juste penser à voyager à vide. S'agissant d'une version européenne, celle-ci bénéficie d'un gadget amusant par ailleurs. La lame d'appui aérodynamique active. Comprenez qu'elle peut se déployer automatiquement à une certaine vitesse. Bien sûr, on peut faire mumuse avec manuellement. Bon allez, assez observé. On va plutôt faire appel à nos autres sens maintenant. Allons-y. À droite là. Ouais. Donc là je suis en 1 bar 2. Elle est basse mais je trouve qu'elle est pas trop raide. Elle est raide quand même. Elle est raide. J'ai vu pire. Ouais c'est sûr, il y a toujours pire. Moi je la trouve déjà bien raide, je pense que d'origine c'est beaucoup plus mou que ça. Ah ouais. Sûrement trop d'ailleurs. Entre le premier et le deuxième turbo, tu verras, tu as une phase de transition où tu as l'impression qu'en fait tu es en creux. Ouais. Et en fait c'est normal, la coupe de puissance elle fait en creux à ce moment-là parce qu'en fait tu as la vanne qui va commencer à ouvrir le deuxième turbo pour commencer à le faire charger. Et à ce moment-là en fait tu perds en pression de turbo. D'accord. Parce qu'en fait c'est à peu près là. Dans ce un peu avant 4000 tours. Entre 3500 et 4000 t'es en creux. D'accord. À 4000 t'as le Après tu deuxième le qui sens va- que pied au plancher j'imagine. À 4000 ça va partir. Tu vas le D'accord. sentir. Je m'en souviens. Voilà, de toute façon vu que... Puis tu me diras ce que t'en penses. Hein. Ah bah, Positif, négatif. Malgré les modifications rendant la voiture un peu moins civilisée, les premières minutes à son volant permettent d'apprécier le travail accompli par Toyota pour la rendre agréable en utilisation quotidienne. C'est une voiture particulièrement agréable à mener à la cool.
rappelle ma BM. Là, ça motorise pas mal. Ah, elle a un très bon équilibre. Alors, j'ai pas encore osé l'emmener jusque là, tu vois. J'arrive pas à t'avoir là. C'est pas grave, on aura d'autres occasions. En fait, ouais, c'est après 5500 qu'on a accès au vrai perf de la voiture. Et je m'attendais à un truc plus plein à tous les niveaux, mais en fait, ça lui donne un caractère presque atmosphérique. C'est pas déplaisant, mais sur un tracé comme on a aujourd'hui où il y a pas mal de montées, ça peut être handicapant, je pense. L'aspect positif, c'est que la boîte est plutôt agréable. Donc, s'il y a besoin de tout regarder, c'est pas un drame en soi. Hein. Après, elle est faite pour te cravacher dans les tours, quoi. Ouais, disons que le moment où tu obtiens vraiment les perfs max de la caisse, ça dépend à partir de quel moment tu mets gaz en grand. Là, je l'ai fait un peu plus tôt. Oui, c'est ça. Et là, tu as la puissance plus tôt. Ouais, là, je l'ai eu à 4005. En fait, faut pas être à 3000 tours et mettre gaz à 3000. Parce que le temps que tu charges le premier plus le deuxième. Ouais, faut partir de loin. Là, par exemple, là, quand tu vas accélérer, tu vas prendre des tours. Le temps que tu charges le premier plus le deuxième, tu seras à 5005. Le temps que tu aies vraiment tout qui se mette. Ouais. Au frein est bonne. Hein. Ouais. Ah, c'est très dur d'avoir assez de perf pour... On peut juste enrouler le virage, pas plus. En fait, là, le niveau de puissance que tu as, il est optimal pour pouvoir sortir les bonnes perfs de la caisse. Niveau châssis et tout, c'est super homogène. Par contre, pour vraiment s'amuser, faire de la glisse, quelle que soit la configuration du virage, quelle que soit la vitesse, il faut encore pas mal plus de puissance. Ouais. L'autre solution serait aussi d'avoir peut-être des pneus un peu moins adhérents. Bon, on y travaille. Faudrait avoir ça un peu plus tôt. Ouais. Très sympa. Moi, je pense que les chevaux sont quand même là. Hein. En haut. Oui. Tu les as pas longtemps par contre. Ouais. Tu les as. Ouais. Sur la courbe qu'on mesurait, vraiment, tu aurais un pic très tard. Mais la courbe de couple, ouais, elle doit être plate, quoi.
et à froid, que retenir de cette Supra? Une voiture remarquable avec des modifications raisonnées et efficaces. Étonnamment, elle me fait beaucoup penser à la DB7 i6. Le châssis de la Toyota est plus efficace, mais les ressources moteurs, les dimensions, la position de conduite, le poids ressenti ainsi que le toucher de route sont assez comparables. Si on reprend les tarifs pratiqués en neuf, la Stone était vendue un peu trop cher pour ce qu'elle proposait. Aujourd'hui, si on oublie l'aspect purement passionnel, c'est sur le marché de l'occasion que la Supra a légèrement dépassé les bornes. Toute d'origine, il est clair qu'elle n'a rien du monstre mécanique que beaucoup dépeignent. Justement, puisqu'on parle de monstres, on en a un sous la main, et c'est à son tour de se dévoiler. Pas encore aussi mythique qu'une Supra MK4, la GTR R35 était là pour mettre tout le monde d'accord. Cette GTR est de 2009, elle a donc 13 ans aujourd'hui, et je dois dire que son style ne semble pas être affecté par les années qui passent. Elle n'est peut-être pas aussi spectaculaire que peuvent l'être certaines de ses concurrentes de l'époque, mais c'est une voiture très bien proportionnée. Sûrement plus que l'étaient les versions précédentes. Le style est presque épuré avec des détails subtils qui sont là pour faire durer le plaisir. Ah, et finalement j'ai enfin trouvé à quoi me fait penser la courbure du toit et la forme du vitrage. Mécaniquement, on a ici un V6 3,8 litres suralimenté par 2 turbos qui cette fois-ci donne le ton de façon synchronisée pour sortir 485 chevaux d'origine. Entre les roues arrière en position transaxe, la boîte 6 rapports est une version pilotée à double embrayage. Elle renvoie une partie du couple vers les roues avant, comme c'est le cas sur toutes les GTR depuis la R32 de 89. En termes de poids, elle se situe entre 1750 kg et 1900 kg selon les sources. Retenez juste que sur la balance, elle pèse plutôt lourd donc. La puissance citée n'est évidemment qu'une indication de base, celle-ci sort au moins une centaine de chevaux supplémentaires. À l'intérieur, on devine que des efforts ont été faits pour contenir le poids à un niveau déjà assez élevé. C'est donc plutôt sobre et il n'y a rien de luxueux là-dedans. Après le SP, bah, je sais pas, je te laisse gérer. Je sais pas si tu voudrais glisser avec. Avec les Smith Slick. Tu peux tout enlever, je pense. Avec les Smith Slick, après, glisse pas trop parce que le point arrière il Je pense que j'aurais pas l'occasion de glisser en fait. Là, déjà avec la Supra c'était un peu limite, aujourd'hui il fait chaud. Les pneus nécessitent de chauffer un peu avant de... Tu verras, le grip va changer en chauffant. Je t'enlève tout ? Ouais. Je vais apprivoiser un peu la réaction de la boîte. Ah, les pneus ils sont bruyants sur celle-là du coup. Hein. Ah ouais, c'est les pneus. D'accord. C'est les Smith Slick. En fait, t'as l'impression que t'es en roulement HS. Ouais. Le petit lâcher de gaz. Ça c'est fait par l'éditeur de Gran Turismo. Il me semblait avoir lu un truc comme ça. Ça. Et donc du coup en fait ils ont pris les jauges des Gran Turismo 4. Je sais pas si c'est le 4 ou le 5 à l'époque. Je pense que c'est. Et c'est Polyphony Digital qui a fait tout ça. Ouais. Et ouais, c'est rigolo parce que du coup. Bah ouais, t'as le même style. C'est exactement ça. Ils savaient à qui ils s'adressaient, les gars. Ouais. Ouais, c'est violent.
c'est vraiment une propulsion qui va passer... Après, je sais pas si la 340, elle est foutue pareil. En fait, il n'y a que la seconde qui est intéressante. Sur ce genre de tracé. T'es ultra limité par l'environnement dans lequel tu roules avec cette voiture, toi. Ah bah oui. C'est lourd, enfin c'est lourd. En soi, tu sens pas trop le poids, mais tu le sais que en définitive, la route est toute petite, tu vas très vite. C'est quand tu vas glisser que tu vas te rendre compte du poids de la bagnole. Non, pas tellement, parce qu'elle a très peu d'inertie, elle est très vive de direction, mais tu prends de la place, tu vas très vite, et à ce moment-là, c'est le truc qui me freine beaucoup sur route, c'est que du coup, bah, tu vois, comme t'as glissé là, bah là, t'as de la visibilité, tu peux te le permettre. Ah non, ouais. Mais par contre, quand t'as pas de visibilité, que tu te fais baiser dans un virage où t'as pas la visibilité, non. Bah tu prends tout de suite toute la route. C'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois. Moi j'ai trouvé plutôt naturel, hein, du coup, niveau réaction. Non, mais elle est bien, elle est très bien équilibrée. Ce que je te disais, la boîte de vitesse elle est à l'arrière. Ouais. Par contre, du coup, t'as un bordel parce que t'as 2 arbres de transmission. Techniquement, c'est un bordel. En pratique, tu t'oublies vite, je pense. Bah, t'y penses pas. Ouais. Quand t'es dedans, ouais. Surtout que bah, ici, en plus, t'es marre sur le volant et tout, donc ouais, c'est encore un peu plus immersif, quoi. Est-ce que c'était plaisant? Oui, très. Ce qui est remarquable, c'est la capacité de la voiture à se faire oublier. On a l'impression de se piloter soi-même. Difficile à décrire, mais tout est très instinctif à tel point qu'il est initialement difficile de se faire surprendre. Et pour ce qui est de se prononcer plus finement à son sujet, j'aurais un besoin et une envie irrésistible de parcourir quelques tours de circuit avec. D'ailleurs, en parlant de circuit, c'est à mon sens là qu'est sa place. La transmission n'est pas un modèle de douceur et les divers bruits qu'elle émet font bien comprendre qu'on n'a pas affaire à une citadine. Non, là on est sur de la voiture de compétition, certes plutôt civilisée, mais c'est clairement pas dans le flux de la circulation qu'on peut en profiter. Il y a quelque temps, certains d'entre vous m'avaient fait savoir qu'ils auraient bien aimé se voir présenter la S2000 d'Olivier. Alors si vous vouliez la voir et surtout l'entendre, vous allez être servi. Encore une voiture qui me semble plutôt inutile de présenter en détail. La dénomination, issue directement des dimensions de la mécanique, la situant donc en digne héritière des roadsters Honda au cylindré jusqu'alors plus proche de celle des deux roues. Cette S2000 est de 2006 et elle a été vendue en Grande-Bretagne, où elle a roulé quelques années avant de traverser la Manche. On va donc pouvoir profiter de la voiture dans une configuration très proche de celle de son pays d'origine. Et comme vous pouvez le voir, l'esprit y est également avec pas mal de pièces issues des catalogues d'entreprises reconnues dans le monde du tuning. Terme employé ici sans connotation négative. Le 2 litres atmosphérique et ses 240 chevaux obtenus à un régime stratosphérique sont bien là, sous le capot. Et ça, c'est une bonne nouvelle supplémentaire. Sans le toit, c'est encore plus prometteur. Allez, je vous donne un aperçu de la bande son et on engage la première.
Donc Olivier, toi t'as pas cherché à jouer au jeu de l'anonymat. Pas spécialement. Pourtant, les S2000 ça commence à coûter un peu trop cher pour ce que c'est, non? Oui, mais tu sais, celle-ci, elle a le volant à droite, donc ici, est-ce qu'elle prenne de la côte, la roue, il aura coupé en deux. Impeccable. Ça a déjà commencé à un endroit, non? Ouais, non, mais là, elle est complètement morte, elle passe plus le contrôle depuis 10 ans. C'est tout ce que je voulais savoir. Du coup, je me sens nettement mieux au volant. Ah oui. Alors, seule consigne, cette fois-ci, qu'on me donne, et t'es pas le premier à m'en avoir parlé, c'est tant que tu n'as pas passé tes 4000 heures au volant de la S2000, tu n'essayes pas de glisser. Même après, c'est compliqué. Même après, c'est compliqué. Il faut avoir un certain talent pour ça. Bah, il y a des drifters pros qui ont essayé la S2000 en drift et qui l'ont monté direct. La messe est dite. On va éviter alors. Voilà. Donc celle-là, si je me souviens bien, tu m'as dit c'est une phase 1,5. 2,5. 2,5. Parce qu'il y a 3 phases en S2000, tu vois. Bah, 3 ou 4, ça dépend comment tu comptes. Phase 1, phase 2, c'est principalement l'esthétique, accessoirement les ancrages de train arrière qui vont changer. Et phase 1,5, tu as quelques modifs par rapport à la phase 1, phase 2,5, tu as quelques modifs par rapport à la phase 2. La différence principale entre la phase 2,5 et la phase 2, c'est que là, tu as un papillon électronique. D'accord. Alors déjà, ouais, je tords le coup à l'idée, on en parlait avant, que la S2000 est une bagnole sans aucun couple à bas régime. Moi je trouve qu'au contraire, pour un 2 litres Honda surtout, elle est plutôt bien fournie. Je mets même pas forcément gaz à fond, ça n'a pas grand intérêt de toute façon à bas régime, mais elle donne pas du tout l'impression de peiner. Alors il y a quelques modifs, échappement admission par exemple, donc peut-être que ça aide, je sais pas. Ça aide. Mais je la trouve pas mal du tout. Alors c'est pas la première fois que j'en essaye une. En fait la caisse a une telle réputation de se traîner par rapport au perf théorique qu'à chaque fois que j'en essaye je me dis non en fait ça marche quand même pas si mal que ça. C'est un peu l'effet inverse des Supra d'origine je pense quand on les essaye en biturbo et que ça marche pas si fort que ça. Bah, la S2000, ça marche quand tu tapes dedans. De conduire la caisse dans les tours, mais quand on dit dans les tours, dans celle-là... Bah là, t'es pas là, c'est haut. Oui. Ça va me prendre encore un petit peu de temps. Parce qu'avec mes autres bagnoles, moi je suis déjà dans la plage de régime où je casse le moteur, quoi. C'est difficile pour moi de dire ce que vaut le châssis sans vraiment pousser la caisse aux limites parce qu'elles sont relativement loin. Pour l'instant, j'arrive absolument pas à dire si elle est sous-vireuse ou sur-vireuse. J'ai l'impression qu'il y a une toute petite tendance à ce que l'arrière se mette un peu plus en appui. Ouais, bah, paradoxalement, une phase 2 comme ça sera un petit peu plus sous-vireuse. C'est pour éviter qu'on se plante trop vite, quoi. Ouais, alors il y a plein de raisons. Après, j'ai corrigé un peu sa tendance en ajustant l'assiette. Ouais. Il faut la rabaisser un peu à l'arrière? Non, il faut faire l'inverse, il faut rehausser un poil l'arrière pour la rendre plus neutre. D'accord, je comprends. Il faut tirer un peu dans les tours. C'est vrai qu'on a l'impression de faire de la moto quand même. Toi, t'as fait beaucoup de bornes, même en roulant cool, sur des longs trajets en cruising. Ouais, celle-ci, j'ai fait un peu plus de 30 000 avec. Je me suis vraiment fait plaisir avec. J'ai fait des tours d'Europe. J'ai fait la Transpyrénène. Je suis allé dans le désert avec. Beaucoup de Royaume-Uni, Pays de Galles, l'Italie. Au final, c'est une caisse qui... tu peux le faire. Du moment que t'as le hardtop, c'est supportable même sur l'autoroute et tout. Ouais. Tes pneus adhérents devant me desservent.
caisse qui a un très bon placement directionnel. Je sais pas si ça a du sens pour toi, mais c'est très uni quoi. Tu sais où aller, tu la mets où tu veux aller. Enfin, tu la mets où tu mets l'aventure. Ça me rappelle assez la direction que j'avais sur les Alpha qui braquent pas, c'est-à-dire celle avec un moteur beaucoup trop gros devant. Donc le Boxer d'une 33 et le V6 de la 156 GTA. Où en fait de toute façon, vu qu'il n'y a pas possibilité de braquer, la direction est très directe. Et ça donne le même effet où en fait on a une parfaite logique et cohérence entre les mouvements qu'on donne au volant et la direction que prend la bagnole. Après, d'origine, c'est une belle voiture, d'origine c'est déjà bien. Ouais. Mais celle-ci a quelques pièces aussi qui vont aller dans le sens de l'efficacité des trains roulants. Et de toute façon, un mec m'a dit qu'une japonaise non modifiée, c'est pas vraiment une japonaise. Avant de clore ce chapitre dédié à ces quelques modèles plutôt dignes d'intérêt, avec un dernier tour embarqué, laissez-moi quand même préciser que cette Honda en particulier constitue l'une de mes meilleures expériences de conduite. Bien difficile de lui trouver le moindre défaut. Toutes les commandes ont le bon poids, le bon débattement, la bonne fermeté et l'ensemble donne un feedback parfait. La voiture est très rigide et jouissive, en plus de nécessiter un tempérament devenu plutôt rare pour profiter des véhicules d'aujourd'hui, de l'humilité. Donc je redemande. Le vrai problème des S2000, c'est tous les mecs qui pètent le moteur. C'est là qui est fragile, non? Les sièges de soupape. Alors les premières, il y a eu un rappel pour ça, ouais. Et là, les mecs pètent des bas moteurs, mais ils comprennent pas aussi que ça consomme de l'huile et que si tu maintiens pas le niveau. Non, mais vraiment. Et bah allons. Ouais, bon vraiment. Effectivement, ta batterie. Donc voilà la fiabilité légendaire des voitures japonaises. J'économise la batterie de notre ami Olivier. Tu rachèteras un autre bouton start. Tu choisis ta trage et tu dérives.
Olivier et Monsieur P pour les prêts de leurs voitures respectives et puis surtout la confiance qu'ils m'ont accordée parce que j'ai beaucoup de latitude lorsque j'essaie ces voitures et c'est un peu la condition sine qua non pour que ça puisse se faire parce que sinon en fait ça présente assez peu d'intérêt. Moi, aller faire un tour avec la voiture dans le centre-ville, ça m'intéresse assez peu. Je trouve qu'on découvre pas grand-chose sur ce type de véhicule. Après, c'est aussi très frustrant finalement, même en dehors des villes, parce que il faut faire attention à l'environnement, il faut faire attention aux conditions, il faut faire attention à tout ce qui se passe autour. Je prends beaucoup de précautions à ce sujet, même si certains de toute façon vont crier au scandale, je le sais. Mais voilà, dans le futur, c'est vrai que j'aimerais beaucoup quand même que ça puisse se faire plutôt sur circuit ou dans un environnement vraiment fermé. C'est pas quelque chose qui est facile à organiser, mais c'est aussi pour ça que je fais ce genre de vidéos très peu souvent. Alors déjà, les essais auto, c'est pas forcément mon truc, mais quand on me propose une GTR comme celle-là et une Supra MK4, déjà j'ai personnellement très envie d'essayer et puis je me suis forcément dit que beaucoup d'entre vous apprécieraient. Donc j'espère que ça a été le cas et je vous dis à la prochaine en vous remerciant de me suivre toujours, de vous abonner ou de vous être abonné si c'est déjà le cas. Et salutations très particulières aussi à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. A bientôt avec des autres. Ciao.